Donc, bienvenue. Je vais aujourd'hui présenter avec mes collègues Carole Bossé et Frédéric Tholomyès qui nous rejoint pour la première fois en tant que présentateur. Donc, si tu veux te présenter rapidement, Frédéric. Oui, il n'y a pas de souci, Amélie, merci. Donc oui, Frédéric Tholomyès, je suis responsable du pôle numérique à la CCI du territoire de Belfort. Voilà, ça fait maintenant 21-22 ans, ça ne me rajeunit pas que je suis dans le digital. Voilà, j'ai des compétences, comme j'aime à dire, un petit peu 360 degrés, donc aussi bien sûr, dans le développement, dans le web, dans le digital, dans le référencement, réseaux sociaux, infographie, branding. Enfin, on parlera un petit peu de tout ça parce que c'est lié, bien sûr, au site web pendant cette conférence. Donc voilà, bienvenue à tous, merci. Merci. Donc, juste pour vous rappeler notre démarche et pourquoi on va vous présenter ce qu'on va vous présenter dans cet ordre-là. Donc, dans un premier temps, on va parler de quand on se crée un site internet, comment définir quelles sont mes intentions, de quoi j'ai envie et avoir un petit peu une vision de ce qui existe comme type de site. En troisième partie, on va parler aussi de quels sont les grands principes à connaître, quelques principes techniques pour mieux comprendre ce dont on aura besoin. Soit sur la partie 4, on va voir justement si on le fait soi-même par un prestataire, quelles sont les options pour le faire, où retrouver les aides financières pour créer son site. Donc ça va vraiment s'articuler dans un premier temps de quoi j'ai envie, de quoi j'ai vraiment besoin, qui est nécessaire, et quels moyens je vais choisir en quatrième partie. Et bien sûr, en cinquième partie, si vous avez des questions, on va répondre plus précisément aussi sur des demandes qui sortent peut-être un peu de notre cheminement. Et donc tout au long de cette présentation, on va présenter à deux avec Frédéric. Moi, je serai plus sur la partie, voilà, faire dérouler le fil de la présentation. Et à chaque fois, Frédéric va compléter ce que je vais dire avec une vision bien technique et plus précise de ce dont on parle à chaque fois. Voilà. Et nous avons aussi Carole qui va relayer vos questions. Donc n'hésitez pas à nous les poster sur le chat. Et on va essayer de prendre au fil de la présentation un petit temps pour répondre à la fois à une ou deux questions au fil de la présentation et aussi d'avoir un échange complet à la fin de la présentation. Donc voilà, vous pouvez lever la main ou mettre une question sur le chat. Ça ne nous dérange pas du tout de sortir un petit peu et puis de revenir dans la présentation. Voilà, je pense qu'on est prêt. Frédéric, ça te va? Super. On est prêt. Et ben voilà. Donc, on va commencer par parler de... Donc oui, je souhaite créer mon site internet, je souhaite me lancer, mais mon site, il sera pour quoi faire? Ça va être la première question qu'on va se poser. Parce qu'effectivement, on peut avoir un site. Donc là, on va vous montrer un exemple concret à chaque fois, hein. Donc par exemple, je souhaite être trouvé facilement, voilà, être reconnu. Donc mon site, il va peut-être plutôt ressembler à ce type de site. Vraiment ce qu'on appelle, on entend souvent parler du site vitrine. Donc là, on reste vraiment sur des faits. Je suis un boulanger. Qu'est-ce que je fais? De la pâtisserie, de la chocolaterie. Et puis, on peut me contacter ici. Voilà, c'est un site de type qui répond à ce besoin. Je souhaite être retrouvée facilement. Je souhaite juste, hop, présenter mon activité. Et derrière, on m'appelle. Donc ça, c'est vraiment le type de site vitrine qui demande, on va dire, un petit peu moins de travail, parce qu'on peut aussi être sur un site vitrine où on va souhaiter, comment dirais-je, améliorer l'image de son commerce et présenter vraiment une ambiance, vraiment donner envie un petit peu de venir découvrir tout ce qui est possible dans le commerce. Donc là, on est sur un exemple ici où on voit que bah oui, c'est aussi un site vitrine qui a aussi pour but de qu'on nous appelle, hein, De qu'on réserve présenter, et hein. voilà.
On présente, mais on présente pas tout à fait de la même manière. Là, il va y avoir aussi un travail de rédaction. On va devoir faire des beaux descriptifs pour vraiment avec des textes qui sont travaillés, des images, des montages d'images. Donc effectivement, on est sur le même type de site, mais avec deux intentions différentes. On voit qu'on n'a pas forcément le même résultat ou le même type de site. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, c'est très important de savoir Voilà. ce qu'on va faire. Voilà. Donc, si je peux compléter ce que dit Amélie, en fait, dans le premier cas, on va être sur quelque chose de très factuel, où effectivement, on aura moins à travailler sur le contenu. Dans le deuxième, beaucoup plus sur le contenu. Et donc là, j'insiste sur une chose, on en parlera un petit peu plus tard, parce que ça, c'est aussi lié au référencement. Mais le contenu, on doit toujours faire un site en donnant de la valeur aux gens qui viennent dessus. Donc, c'est vrai que le site vitrine qui est très connu, où on écrit vraiment des descriptions travaillées, justement, c'est vraiment important parce que ça va jouer dans deux choses. L'information que vous allez donner à vos clients, on donne de la valeur à son client en termes de contenu et plus tard on verra aussi de fonctionnalité. Et aussi ce contenu travaillé va vous permettre aussi, on en parlera après, d'améliorer votre référencement, c'est-à-dire votre positionnement dans les moteurs de recherche et notamment Google que vous connaissez tous. Donc c'est très très important d'avoir ça en tête. On n'écrit pas deux lignes quand on décrit son activité, sa prestation. On essaye d'écrire un texte qui va être vendeur, intéressant, qui apporte de la valeur et toujours dans une optique aussi d'améliorer son référencement. Voilà, c'était juste pour compléter les deux parties. Oui. Donc effectivement, le premier cas, on est très factuel. Le deuxième, on va plus travailler ces textes comme l'a dit Amélie. Et les deux se valent, hein, les deux ont quelque chose à apporter et à chaque fois, en fait, on se place du point de vue de vos clients. Est-ce que c'est des gens qui vont aller rechercher justement cette ambiance ou tout ça, ou c'est des gens qui vont être voilà, ils ont besoin d'informations simples, claires et précises, et ça va leur plaire aussi. Donc, vraiment, à chaque fois, on fait pas du tout une hiérarchie des différents sites, c'est plus montrer qu'il y a différentes possibilités en fonction de justement pourquoi faire ce Tout qu'on à veut fait. proposer. Tout à fait. C'est ce qu'a dit Amélie en introduction. Effectivement, on va voir différentes petites typologies, dont la dernière, hein, vous avez dû voir, hein, vendre en ligne. On va y revenir. Mais effectivement, faut pas se dire, moi, je fais un site, moi, c'est e-commerce. Non, dans certains cas, le e-commerce, il n'y en aura pas l'utilité. On verra quand même qu'il y a aussi des freins dans l'e-commerce. Voilà, il faut vraiment se poser effectivement, je veux faire un site. Pourquoi? Et en fonction de ce pourquoi, je choisis le style de site que je fais. Pas souvent, mais dans beaucoup de cas, le site vitrine suffit largement. Pas besoin d'aller au Ouais. e-commerce, pas besoin. Voilà, donc par exemple aussi, si on veut ajouter, tu parlais de valeur tout à l'heure. Par exemple, on souhaite donner des conseils, vraiment fidéliser les clients avec le conseil du mois. Voilà, là, on donne un exemple. Voilà, pour faire un blog, pas besoin d'être une jeune maman trentenaire, hein, c'est un peu le cliché qu'on a parfois des gens qui font du blogging. Il y a aussi un blog, ça peut aussi répondre justement ce contenu que vous allez donner régulièrement, le mettre sur votre site internet. Vous allez pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux, bien sûr, ou partager. Mais le fait de le mettre sur le site internet, il vous appartient vraiment. Vous le présentez de la manière dont vous avez envie. Et ça donne aussi à vos clients une idée de votre savoir-faire et envie de venir en boutique pour avoir des conseils plus personnalisés. Ça, c'est vraiment toujours donner envie. Et ça va encore voilà, dans une autre démarche où mon site internet va servir à garder un lien et fidéliser mes clients. Donc là, on a Voilà, un petit exemple. Ouais, c'est ce qu'on disait en fait, compte, c'est vraiment ce que je disais avant. Vous entendrez souvent parler de ça, mais c'est lié à un site web, hein, mais c'est comme dans tout, hein, une prestation, elle doit apporter de la valeur, sinon voilà. Et effectivement, un moyen de fidéliser un client, un visiteur de site, c'est de amener de la valeur, donc par une partie un petit peu actualité blog. Et effectivement, peut-être qu'un prospect, parce qu'il n'est peut-être pas encore client, ce prospect va venir souvent sur votre site parce qu'il sait qu'il y trouve de la valeur dans votre partie blog. Et puis, ce prospect, à un moment, il se dira, tiens, finalement, j'ai beaucoup d'infos. Et à un moment, c'est ce qu'il passera peut-être à acheter en ligne si vous êtes en mode e-commerce ou à venir dans votre boutique ou autre. Et parce qu'à un moment, vous l'aurez fidélisé, il vous connaît, il va parler de vous autour de vous par cette partie blog qui amènera à l'achat dans le futur. Et toujours dans cette notion, j'apporte de la valeur. Alors, comme je dis ça, si c'est pour remettre encore une fois, faire du blogging avec, vous écrivez 3 lignes, puis non, moi je fais plein d'articles, j'en fais 10 par semaine. Non, vaut mieux en faire
presque un tous les 15 jours, mais qui amène une vraie valeur. Et je peux vous assurer que vos visiteurs, vos prospects, vos clients, ils attendront cet article avec impatience parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre des choses. Il vaut mieux en faire qu'un tous les 15 jours, mais avec de la valeur, que plusieurs par jour, par semaine, on va dire. Voilà. Et de surcroît, si je peux ajouter quelque chose, dès lors qu'on crée de l'interaction avec ses clients et sa communauté, on casse cette barrière client-commerçant pour créer de la proximité. Et qui dit création de proximité dit qu'en fait, le client va énormément s'engager vis-à-vis de vous. Et c'est comme ça que vous allez engager de la fidélisation et les amener à se rendre plus facilement dans votre boutique. Donc là encore, on n'a pas besoin d'un site e-commerce pour les faire venir chez vous. Mais c'est dans l'intention, effectivement, que vous allez y mettre que vous allez pouvoir les fidéliser. Effectivement, et comme tu disais, ça fait une interaction aussi avec les clients qui viennent, d'autres clients qui sont en ligne, comme tu disais Frédéric, des prospects. Et c'est ça aussi qui différencie les petits commerces d'autres enseignes. C'est aussi le fait de proposer une proximité. Et les gens, ils sont en recherche d'authenticité. Surtout une des grosses tendances du moment, c'est avoir de l'authenticité dans tout ce qu'on fait dans sa vie et notamment aussi dans ses achats. Et donc, on va voir aussi qu'on peut aussi capter de nouveaux clients avec des techniques sur un site internet. Donc, ça va être, par exemple, on a vu un site avec ce blog, on donne du contenu et puis on peut proposer d'aller plus loin en proposant, donc là je vais vous montrer un autre exemple. Voilà, là dès que je suis arrivée sur le site, il m'a proposé si je voulais m'inscrire, donner mon adresse mail pour recevoir des recettes et l'actualité du magasin. Donc c'est un petit restaurant qui propose la restauration classique et qui met à disposition aussi cette partie recette. Donc, comme on a vu tout à l'heure en proposant du contenu à ses clients. Et il propose aussi, en plus de ça, de venir Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée parce qu'il y a des travaux là qui viennent juste de commencer. Ça va aller, Amélie. Je vais passer la main à Frédéric. Voilà, non, mais si on veut revenir là-dessus, sur la captation, effectivement, j'en reviens encore à mon fameux mot, ça amener de la valeur. Alors, capter un client, c'est quoi? Généralement, dans ce qui se fait, là, on est dans le côté web marketing, mais encore une fois, tout est lié autour d'un site. Ça apporte de la valeur pour avoir l'email. Pour avoir l'email de quelqu'un, un email, ça vaut de l'or. Hein. Faut que je lui donne quelque chose de valeur. Donc, souvent, je dis n'importe quoi dans un site qui va être dans la cuisine, ben voilà, laisse-moi ton email et par exemple, tous les 15 jours, je t'envoie une recette. Je suis dans le prêt-à-porter, laisse-moi ton email et tous les 15 jours, je t'envoie, je sais pas, un style d'habillement à la mode, voilà, je ne suis pas expert là-dedans, voilà. Donc en gros, c'est toujours, je récupère l'email, mais contre de la valeur. Si on veut l'email, les gens ne donnent plus leur email comme ça, vous savez, avec les notions de spam, etc. Mais c'est vraiment un moyen de capter le client. Et l'email, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens, bon, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est important, mais partent beaucoup dans les réseaux sociaux et oublient un petit peu l'email. Sauf qu'une notion, alors j'anticipe maintenant, demain, vous êtes dans Facebook. Facebook, pour X raisons, à un moment, vous postez une photo qui va bien, vous coupez votre compte Facebook. Zut, j'ai plus de Facebook. Demain, vous optimisez votre référencement, ce qui est très bien, on en parlera, mais Google change son algorithme, vous vous retrouvez en 17e page de Google au lieu d'être en première avant. Ça peut être une activité qui s'écroule. Quand vous avez les emails, que vous avez captés de vos clients, compte de la valeur en offrant quelque chose, les emails, ils sont à vous. Vous les aurez tout le temps. Donc, vous êtes capable de faire de l'emailing, rester en contact avec votre communauté. On l'a vu pendant la pandémie, malheureusement, des commerçants, et pas que des commerçants, dans d'autres domaines d'activité aussi, ils ont été complètement coupés de leur clientèle, de leurs clients, de leur communauté. Ça a été catastrophique. Ceux qui avaient des emails ou des liens réseaux sociaux, bien sûr, maintenant on parle de la captation, on peut rester en contact. On peut dire, venez, moi j'ouvre ma boutique de là ou là, où je peux faire de la vente à emporter, ou etc. J'existe, coucou, je suis là. Et c'est vrai que souvent, ça passe par cette notion de captation. Et la captation, c'est souvent, je t'offre quelque chose qui apporte de la valeur contre ton email. Et quand on a l'email, on peut faire de l'emailing. Après, on ne rentrera pas, ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais
Vous pouvez mettre ça, ce qu'on appelle dans des tunnels de vente, et puis après, ça envoie des mails automatiques, Oui. voilà, etc., pour fidéliser et amener le client à acheter en ligne ou venir dans la boutique. Voilà, c'est juste un petit On complément ne d'information. rappellera jamais assez l'importance du fichier client, quelle que soit Voilà, tout à l'activité. fait. C'est pas parce qu'on est dans une activité où on pense que le client ne fait que passer chez soi qu'il n'est pas important d'avoir un fichier client. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la valeur d'une entreprise, au-delà de ce qu'on y vend et le fait de pouvoir rester en interaction constante avec son client, que ce soit au travers des emailing ou que ce soit au travers des réseaux sociaux, avoir un fichier client, c'est une valeur, ça a une valeur énorme pour son entreprise. Et c'est ce qui permet de garder toujours un lien et de créer de l'interaction. Et dès lors que vous créez de l'interaction, vous y gagnez pour votre entreprise, vous y gagnez en flux, vous y gagnez en chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il est très difficile de capter de nouveaux clients. Donc, il faut le travailler, bien entendu, hein, puisqu'on l'a vu, on veut en capter de nouveaux pour faire venir plus de clients dans son magasin. Mais il est aussi très important de travailler ceux qui y sont. Et comment travailler ceux qui y sont? Effectivement, en ayant un fichier client qui soit bien abouti et typiquement une inscription à une newsletter et par l'envoi de quelque chose de valeur comme l'a présenté Frédéric, c'est quelque chose de vraiment essentiel pour son activité. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le fameux mot que vous avez, c'est le fameux mot que vous avez dû souvent, excuse-moi Amélie, je te coupe, entendre parler, c'est ce qu'on appelle la fameuse data, la data. Aujourd'hui, on dit que c'est le futur Eldorado, le futur or, la data. Celui qui a la data aujourd'hui, voilà. Donc, créez-vous votre data à vous et ça vous aidera, voilà, dans votre développement, c'est sûr. Oui, oui. Donc du coup, en fait, pour revenir aux questions qu'on se pose quand on crée un site internet, bah, justement, oui, vous avez tout à fait raison, ça fait partie des questions qu'on se pose et ça va influencer en fait à quoi va ressembler notre site, comment on va faciliter le fait de capter des nouveaux clients, mais aussi qu'est-ce qu'on va proposer en plus à nos clients pour en capter de nouveaux. Donc ça peut être aussi un service supplémentaire. Donc là, je ne sais pas si on a le temps, mais par exemple, ça peut être un site vitrine qui est relié à un logiciel en ligne où vous avez un abonnement. Par exemple, ici, je prends le logiciel Click Rendez-vous. Voilà, si le site vitrine ne permet pas de faire la prise de rendez-vous et tout ça, et ben si vous avez déjà votre base client, vous avez déjà tous ces éléments, vous pouvez très bien jouer là-dessus. Ça n'a pas besoin d'être parfait, le site internet. C'est comme votre boutique. Du moment que ça vous représente, la vitrine, du moment qu'elle est joyeuse, interactive, elle n'a pas besoin, on n'a pas tous besoin de présenter la même chose de la même manière. Donc, il existe mille et une façons de présenter les choses et il faut vraiment que la façon dont vous présentiez les choses, elle soit stratégique par rapport à votre activité et stratégique par rapport aux différentes techniques qu'on a vues là, le blog, le site vitrine, le fait de donner du contenu, de donner de la valeur, de proposer quelques services. Et puis après, on a autre chose qui est à part, entre guillemets, c'est, voilà, Frédéric aussi, je vais peut-être te laisser développer aussi la partie vente en ligne. Ouais, Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu à part parce qu'on va dire que c'est totalement une activité supplémentaire à l'activité ouais. d'avoir une boutique. Alors, juste pour terminer sur le cran en avant, donc le capter, en fait, compte, la notion qui tourne autour du capter, c'est une notion que vous entendrez peut-être parler aussi, c'est en fait compte le passage à l'action. Faire passer le visiteur à l'action. Donc, le passage à l'action, c'est effectivement laisse-moi ton email, je t'offre quelque chose. Le passage à l'action, comme l'a dit Amélie, c'est l'inciter, prends rendez-vous avec moi. Aujourd'hui, j'ai mis un logiciel, il y a aussi Calendly, vous pouvez le noter, c'est quelque chose qui est très connu, très simple à utiliser. Calendly pour de la prise de rendez-vous en ligne qui peut s'interfacer, se relier très facilement à un site on va dire classique, vitrine. Donc, c'est souvent passer à l'action, quoi. L'obligé, viens dans ma boutique, il y a une promo, laisse-moi ton email, prends un rendez-vous. Voilà, c'est vraiment cette notion de passage à l'action importante qu'on fait un site, quoi. Après, pour le e-commerce, effectivement, encore une fois, quand je dis qu'on est le cran au-dessus, c'est qu'on est le cran au-dessus en termes de fonctionnalité, d'action. Après, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'avoir un site vitrine, il faut absolument aller au site vitrine. Non, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que le site vitrine, est-ce que faut se poser simplement la question, est-ce que j'ai besoin de vendre en ligne ou est-ce que j'ai le meilleur temps de faire venir les gens dans ma boutique pour qu'ils achètent?
Avoir un site e-commerce, ça demande aussi, il faut bien être conscient de ça. Je vais exagérer en disant que c'est un deuxième magasin. Quand même pas, mais presque. C'est du boulot, il faut suivre les stocks, il faut gérer les commandes, il faut être sûr d'être capable quand j'ai des commandes en ligne, de préparer ça dans mon magasin et d'expédier. Voilà. Après, je ne parle pas vraiment de la technique parce qu'aujourd'hui, on le verra plus loin. On peut utiliser un logiciel tout fait pour créer un site e-commerce. Si après on utilise d'autres logiciels qu'on va faire soi, c'est toujours un apprentissage. Hein. Une fois qu'on le maîtrise, on le maîtrise. Ce n'est pas vraiment la technique, c'est vraiment tout ce qui va graviter autour qu'on a un site e-commerce et d'être capable d'assumer finalement quelque part cette charge de travail supplémentaire que va provoquer le site e-commerce. Et après, site e-commerce, effectivement, voilà, système de paiement en ligne, hein, tout se fait assez facilement. Franchement, aujourd'hui, on peut vraiment faire un site e-commerce, quand je dis facilement, on est d'accord, hein, pas en un claquement de doigts, mais comparé à 5 ans en arrière où il fallait être l'expert de l'expert de l'expert pour faire un site e-commerce, aujourd'hui, avec un minimum de compétences, d'accompagnement, de formation, on peut avoir son site internet et le gérer. Juste être conscient du travail que c'est autour et d'assumer quelque part cette responsabilité, que ça ne vienne pas nuire à votre image finalement. Dans ma boutique, je suis capable de tout gérer nickel. Et puis finalement, j'ouvre un site e-commerce qui me met de la charge, j'arrive pas à l'assumer, j'explique. Frédéric, quand tu parles, attends une seconde, quand tu parles de site e-commerce, en fait, on a du mal à comprendre. En fait, le e-commerce, c'est-à-dire commerce avec un i devant, comme email ou internet, quoi. C'est vraiment le fait de faire du commerce en ligne, en fait. C'est ça qu'on entend par site e-commerce. Parce que sinon, on est un peu confus. Et on parle aussi de tout ce qui est vendre en ligne, vendre en direct. Vraiment, voilà, avoir. Donc, je vais vous montrer un exemple typique d'un site e-commerce, de type e-commerce. C'est par opposition aussi à un site plus vitrine qu'on appelle classique. Dans le classique, on oppose site vitrine, site e-commerce. Site e-commerce, c'est vraiment quand on a la possibilité de faire un paiement en ligne dans ce qui est, voilà, je peux ajouter des éléments à mon panier. Ici, voilà, donc là, c'est une boutique classique qui reçoit du public et qui en plus a son site e-commerce. Si c'est bien. Donc voilà, donc là je peux. De panier, de paiement en ligne qui viennent se greffer par rapport je peux avoir les infos. Voilà, exactement. Et je peux décider, et là, je peux aller d'un bout à l'autre, je vais aller ajouter à mon panier, faire le paiement, et puis voilà, j'ai un résumé de ce que j'ai dans mon panier. Je peux calculer les frais d'expédition et ensuite valider une commande. Donc tout ça, c'est aussi assez réglementé, hein. Il y a des étapes à respecter dans la construction de ce type de site. Et comme tu disais, un site e-commerce, il existe des logiciels où on peut voilà, avoir tout ce processus qui est déjà en place. Et nous, on va mettre notre logo ici, mettre nos images et écrire les produits. Hein. C'est ça dont tu parlais. Voilà, tout à fait. Oui, le site e-commerce, vente en ligne, et voilà. Alors après, comme j'expliquais, dans un site e-commerce, pareil, faites très attention, bien sûr, amener de la valeur dans le descriptif de vos produits. Donc, il y a l'art d'écrire. Soit vous pouvez écrire factuellement vent, pull rouge, en laine, voilà. Ou l'art d'écrire pour vendre, hein, ce qu'on appelle le copywriting, pour aller voir sur Internet. Ben, au lieu de dire pull rouge en laine, venez, imaginez-vous avec ce magnifique pull rouge sur vous, il vous mettre en valeur. Voilà, je dis n'importe quoi, hein, bien sûr. Oui, il y a aussi. L'art d'écrire pour vendre. Et le deuxième aspect aussi dans l'e-commerce, faites très attention si vous vous lancez dans l'e-commerce à la qualité de vos photos. Les photos des produits, c'est très, très, très important, le visuel, quoi. Ne mettez bien sûr une photo qui va mettre en valeur le produit, mais surtout, même en termes de qualité, des fois, je vais sur des sites e-commerce où je vois les photos qui sont un petit peu pixelisées, pas de belle qualité, à contre-jour, et ça nuit on va dire, à l'image, encore une fois, de votre enseigne, de votre activité. Voilà, faites vraiment attention à ça dans l'e-commerce, description et photo, quoi. Bah, pour les photos, je vous renvoie à ce moment-là à notre dernier café du commerce qui avait été sur comment prendre une bonne photo et comment voilà, simplement réussir à mettre en avant ses produits, ses savoir-faire au travers d'une photo. Donc, ça, vous le retrouvez donc sur notre chaîne YouTube
Le café du commerce, on vous mettra les liens. Voilà. Et on fera un café du commerce qui sera dédié vraiment à ce qui est l'activité de vendre en ligne. Et il sera, le café du commerce, il sera le 10 août. Donc, ce sera un petit peu dans une période un peu estivale et dans un esprit un peu plus, encore un peu plus décontracté pour parler des différentes options qui existent pour vendre en ligne. Et aujourd'hui, le propos, c'est plus donc différents types de sites internet. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui existait et comment on va décider de ce qu'on va proposer à chaque fois, il faut avoir en tête qu'est-ce qu'on veut faire au visiteur qui est sur notre site. Comme tu disais, Fred, quelle action on veut qu'il fasse, qu'est-ce que notre site va lui apporter. Et si l'action, c'est pour qu'il l'achète, et ben là, on est dans une autre activité à part. Et c'est pour ça qu'on vous propose aussi d'en parler, de répondre à vos questions sur ce sujet aussi, plus en détail au mois d'août, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, j'avais une Et question d'un participant qui justement a 3 activités distinctes et qui se posait la question de est-ce qu'il doit les regrouper sur un seul site internet ou est-ce qu'il est préférable qu'il scinde ça en 2, en 3 en l'occurrence. Alors, si je peux me permettre de répondre, ça va pour moi, alors c'est de la vie personnelle, hein, là on est dans de la stratégie, dans du web marketing ou autre, mais pour moi, en gros, il y a 2 aspects. Si ces activités, elles sont différentes, elles peuvent être complémentaires, mais différentes, moi je ferai 3 sites différents, avec des passerelles, des liens entre les sites pour à chaque fois dire, voilà, je fais cette prestation-là, mais va voir mon autre site, je ferai aussi cette prestation-là qui est complémentaire. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est bien s'il peut aussi, on va parler de marque, peut-être créer une marque par rapport à chaque produit qu'il a, avec son nom de domaine à elle, son site à elle, et ça va lui permettre aussi d'optimiser, comme on en a beaucoup parlé là, son contenu, ses fonctionnalités, de qu'est-ce qu'il veut faire par rapport à ses activités. Peut-être que dans une de ses activités, il va aller jusqu'au e-commerce, pas forcément dans les 2 autres, etc., etc. Donc moi, je suis toujours bien pour scinder les activités entre elles, créer une marque, un nom pour chaque activité, comme un produit, quoi, finalement. Il écrit du contenu spécifique pour chaque activité. Il définit jusqu'où il va pour chaque activité. Peut-être qu'un, ce sera vraiment le site factuel carte de visite. Le deuxième, je vais aller jusqu'au site vitrine. Et le troisième, non, là, il faut que je fasse du e-commerce. Et rien ne n'empêche de faire des passerelles, des liens entre des passages à l'action, finalement, entre chaque activité, chaque site, pour, s'il me prend cette prestation-là, sache que je fais aussi celle-là qui peut t'aider aussi. Voilà. C'est mon avis. Après, voilà, de ce que je sais sais pas ce que fait cette personne. oui, en général, du coup, on va dire que quand on a une intention, on fait un site. Donc, à chaque fois, un sujet, un site, on va dire. Si son message, c'est ça, il va faire un site par rapport à ça. Si je résume un petit peu ce que tu veux Puis dire. après, voilà, si on va encore plus loin, j'imagine que les visiteurs, ils pourraient être de typologies différentes pour chaque site. Donc, si plus tard, après, alors c'est une autre notion, on n'en parlera pas en détail dans cette conférence, mais s'il veut faire du référencement payant, de la campagne publicitaire, ah ben, il va pas aller cibler les gens de la même manière avec les outils qu'on a aujourd'hui pour faire de la campagne publicitaire payante, on va dire. Et donc, il va avoir des gens tout mélangés, que s'il sépare ses sites, il va pouvoir aller cibler en campagne publicitaire la typologie de gens qu'il a pour ce site-là, ou ceux qu'il a pour cet autre site, ou ceux qu'il a pour cet autre site. Il va pouvoir faire du ciblage plus laser, on va dire. Oui, très bonne transition parce que du coup, on va parler de quelques principes techniques. Justement, tu parlais de référencement, tout ça, ça peut être un peu mélangé parfois. Et donc là, si tu veux bien, on va aussi regarder quelques 4 principes sur un site internet qui sont peut-être à connaître au départ. Donc, il y aura aussi dedans la partie visibilité du site et donc du fameux référencement que tu nous évoquais. Et du coup, voilà. Si tu veux bien nous parler aussi, parfois on est un peu affolé par tout ce qui est sécurité du site, comment assurer la sécurité de mon site, il y a des réglementations spéciales, quelles sont les mentions légales que je dois mettre sur mon site. Est-ce que ça peut paraître compliqué de l'extérieur aussi avant de se lancer? Oui, après, non, faut être rassuré là-dessus. Après, on va pas rentrer dans les détails, hein, voilà. Mais au niveau sécurité,
pardon, il y a quelques petites choses à respecter, notamment je vois encore des sites aujourd'hui qui ne sont pas comme ça, mais vous savez, à l'époque, le site, vous savez, les adresses de site commencent par le fameux HTTP. Et quand on était en site e-commerce, il y a 4-5 ans en arrière, il fallait qu'on soit en HTTPS. On disait aux gens, vérifiez que vous soyez bien en HTTPS avant de mettre votre carte bleue S pour sécuriser. Hein. HTTPS. Aujourd'hui, tous les sites devaient être en HTTPS. N'importe quelle page. Du coup, je montre un exemple. Voilà, tout à fait. Je peux aller sur la boutique, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est une obligation. Mais aujourd'hui, quasiment, voilà, tous les sites. Ici, on a ce fameux. C'est ce qu'on appelle, alors dans le jargon technique, c'est ce qu'on appelle le protocole. Voilà. Protocole HTTPS sécurisé. Donc voilà. Après, dans la partie sécurité, il y a la notion de maintenir à jour son site. C'est très, très important. Alors quand je vous dis ça, on verra après les différentes possibilités. Mais si vous utilisez ce qu'on appelle un logiciel pour faire son site, dans le jargon technique, vous entendrez peut-être parler de CMS. Logiciel, c'est un logiciel pour créer un site web. Ce logiciel, il faut le maintenir à jour. Et souvent, quand on a des failles de sécurité, c'est que le logiciel il n'est pas maintenu à jour. Donc, toujours bien penser à mettre à jour son logiciel. On en reparlera un petit peu plus tard. C'est les deux principales choses à respecter pour moi en matière de sécurité. Bien sûr, encore une fois, sans rentrer dans le détail. Aujourd'hui, un site qui n'est pas à jour, c'est un site qui peut se faire attaquer, hacker. Donc, c'est très rare, hein, mais maintenez à jour votre site. Vérifiez bien que vous êtes en HTTPS, mais encore une fois, maintenant, tous les hébergeurs proposent ça et il n'y aura pas de souci là-dessus. Et puis, si on fait appel à un professionnel aussi, bien sûr, il va s'en occuper. C'est ce qu'on verra. Et quelques mots, voilà, il y a une réglementation européenne. Avant, on disait, voilà, il faut faire une déclaration à la CNIL, il faut faire ceci, cela. Maintenant, ça a été simplifié par une réglementation européenne, donc qu'on appelle fameuse RGPD. Donc, je vous passe la traduction de l'acronyme. Tout simplement, au niveau européen, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, n'ont plus le droit de faire ce qu'elles veulent avec les données personnelles des gens. Donc ça, au niveau des commerces, de base, vous respectez ça de toute manière. Vous respectez la vie privée de vos clients, vous respectez leur sécurité et vous n'allez pas aller récupérer leurs emails pour les revendre derrière à du télémarketing ou faire un peu ce que vous voulez. Vous allez garder les données que vous confient vos clients, leur email, leur numéro de téléphone, nom, prénom. Vous allez les garder de manière safe, entre guillemets, comme si c'était vos propres informations personnelles. Donc ça, c'est pour faire très, très, très simple. En fait, c'est assez sur le web, quoi. Ouais, voilà. C'est la même chose que ce que vous faites dans la boutique physique, en n'allant pas divulguer à tout le monde, un tel a acheté ça à telle heure, tel jour. Contrairement à ce que certains réseaux sociaux vont faire, hein, bien sûr. Donc ça, c'est aussi une réglementation qu'il est intéressant de connaître et qui n'est pas si compliqué de respecter. Non. Et pour ce qui est des mentions légales, ne vous inquiétez pas, en fait, il existe des sites comme service public. Ça, vous retrouverez tout ça dans notre fiche pratique aussi. Vous allez sur le site, vous dites quel type d'entreprise vous êtes, qu'est-ce que vous faites sur votre site, vous remplissez tout un questionnaire et à la fin, le site service public vous sort, vous devez indiquer telle l'adresse, le nom du contact. Il vous dit exactement quelles sont les mentions qui sont obligatoires sur le site. En France, en France, c'est une obligation effectivement d'avoir un lien mention légale sur son site. On va avoir le directeur de la publication qui est généralement le gérant, le président, voilà, de l'entreprise, qui est l'hébergeur du site, le numéro SIRET, et puis les informations de protection des données, donc ça rejoint le RGPD, c'est souvent groupé sur la même page en mode mention légale. Donc ça, c'est une obligation. Un site qui n'a pas de mention légale, ça ne va pas le faire. C'est un peu dangereux et puis ça donne une mauvaise image. Comme l'a dit Amélie, effectivement. Et une notion qu'on ne parle pas, que aussi une obligation, c'est vrai que vous l'avez déjà vu dans tous les sites aujourd'hui, c'est une obligation, c'est la fameuse petite barre autoriser les cookies. Les cookies, parce que justement, on mémorise de la data sur le visiteur qui vient sur votre site. Et ça, aujourd'hui, c'est une obligation d'avoir cette petite barre, j'autorise les cookies sur le site. Et sachant qu'encore une fois, ça se fait aussi facilement aujourd'hui avec les logiciels. Que vous passiez par un professionnel, un logiciel embarqué ou un logiciel que vous allez installer vous, il y a toutes des petites extensions, tout se fait facilement, mais il faut juste penser à l'activer. Voilà.
Oui, alors on va le voir tout à l'heure dans la partie comment faire, hein, ne vous inquiétez pas. C'est intégré, mais c'est juste à l'avoir en tête. Cette partie sécurité, maintenant, voilà, n'ayons pas peur, même si ça peut nous effrayer. Il y a des règles, mais il suffit de les connaître. Et puis, comme dit Frédéric, quelle que soit la solution qu'on va utiliser, ça va être intégré. Et une fois que, du coup, qu'on est on a notre site qui est bien en règle, on va se poser la question du deuxième principe, c'est aussi, voilà, à quoi sert d'avoir un site si personne ne le visite? Donc là, je vais te Ouais, laisser développer, Frédéric, je pense, ouais. sur cette partie. Alors effectivement, comme je dis souvent aux gens que j'accompagne, si vous avez un site mais il y a pas de trafic dessus, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un peu comme si votre boutique elle est isolée au milieu d'un champ puis qu'il n'y a personne qui passe devant. Ben, vous allez beau avoir la plus belle boutique du monde avec les meilleurs produits aux meilleurs tarifs. Il n'y a pas beaucoup de ventes ou de gens qui vont rentrer dedans. Donc là, on est dans le même principe. Donc le but du jeu avec la visibilité, quand on parle de visibilité, c'est d'amener du trafic sur son site web pour présenter son activité. Alors ramener du trafic, il y a plusieurs manières. Il y a ce qu'on appelle la manière qui est souvent négligée, donc ne la négligez pas. Ne la négligez pas, c'est ce qu'on appelle le référencement. Alors, le terme technique, SEO, le terme normal, c'est le référencement naturel gratuit. Donc, c'est-à-dire être, on va dire, en première page des moteurs de recherche, et notamment, ben, on a l'image Google à 95% de la recherche mondiale, donc forcément, on peut parler de monopole. Hein, donc, c'est vrai qu'effectivement, si on devait être en première page ou allez, on va dire deuxième page d'un seul moteur de recherche, ce serait Google. Donc le référencement naturel, le référencement gratuit, ne le négligez pas, il est très très important. Il y a trop de gens qui le négligent. Pourquoi? Parce que pour voir si la mayonnaise de son référencement naturel gratuit prend, il faut attendre généralement plusieurs mois, 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois avant de voir les premiers résultats, voir ce que ça donne. Un référencement naturel, ça se met en place par différentes choses, et notamment, on en a beaucoup parlé, le contenu. Aujourd'hui, Google donne beaucoup d'importance au contenu textuel, les mots qu'il va avoir dans le contenu. Ne négligez pas ce contenu textuel de vos pages. Voilà. Il y a d'autres notions, mais on ne va pas rentrer dans le détail là, le titre de la page, les mots-clés qui apparaissent dans ce qu'on appelle l'URL, la barre d'adresse de son site. Je ne veux pas rentrer dans ce détail là, mais ayez bien conscience que le référencement naturel, gratuit, SEO, est très important à ne pas négliger. On peut avoir des gens qui viennent sur son site gratuitement en optimisant ça. Parallèlement à ça, et les gens… Si, Oui, tu veux compléter? si je peux faire, voilà, si je peux Vas-y. compléter ce que tu disais, en fait, comment va se faire la visibilité par ce référencement? Ce qu'on veut dire, c'est voilà, quand une personne tape une recherche dans, par exemple, le moteur de recherche Google ou Bing, s'il utilise Bing, hein, les petits résultats vont se mettre sous forme d'une liste. Et donc, vous allez avoir votre commerce qui va être à certains endroits. Et ça, ce résultat, il est unique par rapport à chaque personne. Donc, si moi je tape quelque chose, si Frédéric tape quelque chose ou si Carole tape quelque chose, on n'aura jamais la même chose parce que les algorithmes de Google, en fait, les moyens que Google utilise pour calculer sont très, très, très complexes et personne ne peut prétendre les comprendre totalement. C'est vraiment des ordinateurs qui disent, alors elle aime le chocolat, elle habite à Belfort, donc je vais lui mettre d'abord cette chocolaterie qui est à Belfort, puis la pâtisserie ici. Et ce sera jamais les mêmes résultats en fonction de la personne. Donc l'important, c'est de bien connaître vos clients pour justement ce fameux contenu dont tu parlais et d'avoir un site qui soit bien fait, facile à comprendre par les ordinateurs de Google. Et donc du coup, c'est toutes les techniques de SEO. C'est le fait de faire en sorte que le site soit construit que Google puisse le scanner facilement et le comprendre facilement pour qu'il le montre aux bonnes personnes Tout à fait, au bon moment, tout en à fait. fait. Alors, Et du juste, coup, après, il y a une partie payante, hein, c'est ça que tu dis voilà, que tu c'est ça. allais. Alors, juste pour tenir sur le naturel, alors là, c'est quelque chose que je vous dis, et l'ayez bien en tête, si vous venez à travailler avec un prestataire qui vous dirait, moi, je vous mets, alors sauf, bémol, si vous êtes vraiment dans une niche, dans un secteur d'activité où il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais si vous êtes dans une niche, une activité, on va dire normale, dans l'habillement, dans, voilà, je sais pas, qui vous dit, moi, je vais vous mettre en première page de Google en référencement gratuit, on est bien sur cette notion de gratuit naturel,
Franchement, ne le croyez pas, c'est impossible à dire. Comme l'a dit Amélie, aujourd'hui, il y a un algorithme de Google. On ne sait pas ce qu'il fait. Demain, il change son algorithme. Je suis en première page aujourd'hui, je suis en deuxième demain, et dans un mois, je me retrouve en 17e page. D'où l'importance de ce qu'on disait dans l'écran d'avant, les emails. Les emails, c'est à vous. Le référencement, vous ne le maîtrisez pas. Demain, Google change son algorithme, vous repassez en 18e page. Demain, Facebook, Instagram, vous bloquez votre compte réseau social, vous n'avez plus votre communauté derrière. Vos emails, vous les gardez. Voilà. Et l'autre notion de la visibilité, effectivement, comme l'a dit Amélie, c'est le référencement du naturel gratuit payant, référencement payant, donc le SEA. Hein, vous verrez peut-être des mots barbares comme ça. Voilà, des acronymes. Donc, le SEA, référencement payant, effectivement, on va être dans tout ce qui va être campagne de publicité. Alors, les deux principales qu'on voit généralement quand vous travaillez avec une agence de com qui va vous dire, ou si vous-même voulez le faire vous, hein, ça va être le référencement payant sous campagne publicitaire sous Google, ce qu'on appelle Google AdWords. Donc, on va mettre des enchères sur des mots-clés en disant, moi, sur ces mots-clés-là, je veux sortir sur Google. Donc, effectivement, ça, c'est instantané. Mais on met de l'argent. Effectivement, on peut être en première page en référencement payant sur Google. Mais peut-être que ça va vous coûter 1 euro le clic. Donc, il faut être sûr qu'on va pouvoir amortir ce 1 euro le clic et qu'on va transformer derrière le prospect en client, ce qu'on appelle le retour sur investissement. Effectivement, si je mets 1 euro le clic et que derrière je lui vends 50 euros, ben top, mettez le 1 euro le clic. Il faut être sûr de vendre derrière. Donc, référencement payant, Google AdWords. Et sinon, référencement payant, on parle aussi souvent de campagne publicitaire dans les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram. Instagram appartient à Facebook, donc quand on fait une campagne publicitaire sur Facebook, on peut aussi l'envoyer dans Instagram. Mais c'est ces notions-là, je veux dire, le référencement payant, sur ces types de campagnes publicitaires-là, on est moins élevé. Si on a bien optimisé, on peut être à 10 centimes le clic. Mais encore une fois, c'est vers quoi on amène. Est-ce que vers quoi je vais l'amener? Je vais l'amener de la valeur, je vais le transformer. Sinon, ben, ça ne sert à rien de faire du payant si on n'est pas prêt. Lancez vos campagnes payantes si un jour vous voulez le faire. Quand vous avez optimisé votre site, votre contenu, que vous apportez de la valeur et que vous êtes prêt. Sinon, ça pourrait vous décourager parce que vous allez lancer une campagne publicitaire. En disant, je vais envoyer tout de suite du monde dessus, mais votre site, il n'est pas optimisé, il ne donne pas assez de valeur et vous ne transformez rien derrière et ça va vous décourager. Faites-le vraiment quand vous vous sentez prêt. Et après, il y a des méthodes très poussées, on ne va pas en parler là, pour aller cibler de manière très précise la personne. Voilà. À ce propos, il y a dans le cadre de Cap Numérique, il y a aussi d'autres conférences dont on vous mettra les liens. Si vous êtes vraiment intéressé, vous êtes prêt, voilà, votre site est tout prêt et vous vous sentez prêt à le mettre en avant sur les réseaux sociaux. On a une CCI partenaire qui propose aussi une conférence sur la publicité sur les réseaux sociaux. Et nous, on a un focus, entre guillemets, un peu plus avec un étudiant en communication, vraiment communication sur Internet, hein, c'est son futur métier, sur le fait de faire une publicité Facebook étape par étape. Donc nous, on a vraiment le petit tuto, entre guillemets, qui est prévu en juillet pour ceux qui ne seront pas en vacances ou qui souhaitent profiter de leurs vacances pour cette occasion un lundi matin. Et puis, il y a aussi une conférence qui explique vraiment en quoi consiste la publicité sur les réseaux sociaux, qui est prévue aussi dans le cadre de Cap Numérique. Et on vous mettra les informations en vous envoyant notre support de présentation. Voilà, si vous avez envie d'avoir plus d'infos. Voilà. Je ne sais pas si on a des questions ou s'il y a des gens qui souhaitent rebondir à ça. Et sinon, je te D'ailleurs, laisse. il y aura une petite conférence sur le RGPD auprès d'une CCI partenaire. On vous mettra le lien également pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Voilà. Du coup, Frédéric, je ne sais pas si, non, bah si là, aussi tu es d'accord avec moi pas de sur rentrer dans le détail voilà. technique parce On qu'on peut pourrait faire une aller petite très loin. transition. Je vais pas parler d'audience codée, d'audience similaire, de pixels Facebook. Enfin voilà, ça sera trop Ça, c'est compliqué. vraiment Voilà. le côté Deux grandes faire de la notions, effectivement. publicité. Deux grandes notions, Voilà. si on fait du trafic de manière gratuite, à ne pas négliger. Encore une fois, on optimise son contenu. C'est une chose à faire. Effectivement, de l'autre côté, on peut faire de la campagne publicitaire sur Internet aujourd'hui avec Google AdWords, Facebook, Instagram. Voilà, à des coûts qui sont entre guillemets, dérisoires par rapport à quand ça n'existait pas, où il fallait imprimer des flyers, aller faire du boîte aux lettres. Aujourd'hui, on peut toucher très rapidement beaucoup de monde pour 10 centimes le clic. Voilà, voire en dessous si on est encore plus optimisé sur Facebook, Instagram.
Du coup, on va se dire aussi que la visibilité, ça passe aussi, je pense, si tu es d'accord, par le nom, le fait qu'on puisse retenir facilement le site. Hmm. Il va y avoir aussi tous les autres supports, votre devanture. Est-ce que vous allez mettre le nom du site sur la devanture? Sur le répondeur téléphonique? Est-ce que vous avez proposé, je ne suis pas disponible, regardez mon site internet en attendant et envoyez-moi un message. Voilà, vous avez beaucoup d'autres options. Et donc, du coup, c'est ce qui nous amène à réfléchir à choisir le nom de son site aussi. Ça, c'est un des quatrièmes points. Je pense que tu es Ouais. d'accord, Fred? Alors, souvent, le nom, alors, ce qu'on appelle le nom du site, c'est le domaine. Alors, vous savez, c'est par exemple laboutique.fr. Voilà. Ça, c'est le nom de son site, c'est le nom de domaine. Alors, le nom de domaine, généralement c'est le nom de son entreprise, c'est le nom de son activité. Alors, en France, pour nous, le nom de domaine joue aussi sur le référencement et notamment le référencement naturel, gratuit. Donc, c'est-à-dire que Google va donner plus de poids pour nous Français à un nom de domaine en .com ou .fr qu'un nom de domaine .io, .link, voilà, avec l'extension, les extensions .fr. Donc voilà, le nom de domaine est très important. Ensuite, dans le nom de domaine, pour le choisir, mais bon, j'imagine que vous avez déjà tous des activités, donc vous avez peut-être déjà le nom de domaine, il faut qu'il soit en lien avec. Un nom de domaine, ça va aussi vous amener de ce qu'on appelle de l'autorité. Donc, encore une fois, avoir le nom de domaine qui correspond à son entreprise réellement, avec l'extension qui va bien, .com ou .fr, ça donne beaucoup d'autorité. Après, choisir son nom, il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus de noms sont pris, et c'est très difficile d'avoir un nom de domaine de type générique. Imaginez, vous avez une activité où, alors dans le domaine du commerce, j'ai pas trop d'idées comme ça qui me viennent à l'esprit, mais imaginons, vous vendez des skis, vous louez des skis, le nom de domaine, par exemple, ski.com ou ski.fr, ce qui serait génial pour l'autorité, pour dire ouais, on a le nom de domaine générique qui donne beaucoup de poids. C'est clair, net et précis, ce nom de domaine, il est plus libre, il est déjà réservé. Aujourd'hui, énormément de noms sont libres. Donc, c'est trouver son nom de domaine. Même des fois, le nom qui correspond à son nom, il est pris. Donc, on va rajouter un petit mot-clé derrière pour pouvoir avoir un nom de domaine en .com, .fr. Mais disons que c'est très important le nom de domaine dans l'image qu'on donne parce qu'on va communiquer dessus, effectivement, comme l'a dit Amélie, ce nom de domaine, donc l'adresse de son site, www.sonnondedomaine.fr ou .com, on va l'afficher peut-être sur une voiture, on va l'afficher sur une carte de visite, sur une plaquette, sur une vitrine. Donc, voilà, c'est mieux que de voir, par exemple, perso.orange.fr/ le nom d'une entreprise. Ça fait moins de place, ça donne moins d'autorité que d'avoir www.le nom de notre entreprise.fr et ou.com. J'allais te demander justement, tu recommandes aussi d'essayer de choisir le même nom que le nom du magasin en fait aussi, si possible. Voilà, parce que on est dans le branding, dans la marque. Si mon magasin c'est je dis n'importe quoi, moi je suis fleuriste, c'est les belles fleurs, voilà, je m'appelle Les Belles Fleurs. Le top, ce serait que mon nom de domaine, ce soit lesbellesfleurs.fr ou lesbellesfleurs.com. Les belles fleurs, est-ce que c'est libre aujourd'hui? J'en suis même pas sûr, à mon avis. Voilà, ça, on pourra vous accompagner aussi sur le fait de comment on voit si le nom de domaine est libre, pas libre, comment on le commande. Ça, c'est encore un cran plus tard, ou peut-être que oui, voilà, c'est plus dans le comment dans le faire. choix. Une fois qu'on est. Voilà. Une autre technique, c'est aussi d'inventer des noms. Voilà, je pense à ça parce que je parlais fleurs à Belfort, il y a Fleurissimo, ils ont inventé un nom. Fleurissimo, c'est pas un nom qui existe. Donc effectivement, quand ils ont inventé ce nom-là, j'imagine que je sais même pas, j'ai pas jamais regardé, mais peut-être qu'ils ont le nom de domaine fleurissimo.com ou .fr, ou voilà. Donc après aussi une technique, ça peut être inventer un nom qui va être le nom de sa marque et où on va avoir le nom de domaine avec pour vraiment communiquer comme sa marque, quoi, avec son site, quoi. Ouais, le nom Frédéric, oui. On a une question qui demande où payer le nom de domaine. Alors, le nom de domaine, c'est ce qu'on appelle chez les entreprises, ce qu'on appelle des registrars, que vous avez, donc je vais vous donner un nom, donc je suis sûr que vous connaissez tous, même si vous n'êtes pas dans le domaine, par exemple OVH. OVH, vous savez, qui a pris feu il n'y a pas longtemps à Strasbourg, son data center. OVH, voilà, chez OVH, on peut commander un nom de domaine avec ce qu'on appelle un hébergement pour héberger son site web. Il y en a d'autres, il y a One and One, il y a un moment, ils faisaient de la publicité à la télévision, il y en a des plus petits, mais c'est vrai que le plus connu, vous connaissez sûrement dû entendre parler, OVH, quoi. Voilà. Il y a Amen aussi, c'est ça? Amen aussi, oui, mais il y en a plein. Il y a Gandhi aussi, mais alors là on est plus. Mais c'est vrai que le plus connu du grand public, je pense, c'est OVH. C'est des entreprises spécialisées chez qui on va commander un nom de domaine. Souvent, il y a un hébergement avec pour pouvoir mettre les fichiers de son site internet, héberger son site. Et voilà, quoi. Voilà. Et c'est un abonnement mensuel ou annuel? Alors, un nom de domaine, ça se paye annuellement, mais il faut comprendre un nom de domaine.
c'est que c'est pas un achat, c'est une location. Tant on doit le renouveler, on dit voilà, moi je le prends. Généralement, on renouvelle tous les 12 mois, tous les ans. Généralement, bon, on peut dire moi je prends un nom de domaine pour 3 ans, pour 5 ans, 10 ans. Mais généralement, on le prend pour les 12 mois. Donc, tant qu'on le paye, tant qu'on le renouvelle, on ne peut pas nous l'enlever. Il est à nous. C'est pour ça qu'on dit qu'on est propriétaire d'un nom de domaine. Et si à un moment, ben, malheureusement, votre carte bleue d'expérie ou vous changez de compte, vous oubliez de changer les RIB de prélèvement à l'anniversaire, ben, vous pouvez perdre votre nom de domaine. Et là, ce serait assez catastrophique. Donc, rassurez-vous, les registrars, les entreprises, elles vous alertent par email, mais X fois avant. Si effectivement, vous n'avez pas oublié de renouveler, que vous perdez votre nom de domaine pendant les 2 mois qui suivent, il n'y a que vous qui pouvez aller le récupérer, moyennant paiement un peu d'une petite amende, on va dire. Et seulement au bout de 2 mois, il va revenir dans ce qu'on appelle le domaine public, donc sur Internet, de nouveau libre, et n'importe qui pourrait reprendre ce nom de domaine pour lui. Mais il y a vraiment des sécurités quand même maintenant. Pareil, il y a des sécurités sur le fait qu'à une époque, par des moyens un petit peu frauduleux, on pouvait piquer le nom de domaine de quelqu'un alors qu'il le payait, qu'il l'avait. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, c'est vraiment cette notion, on fait compte un nom de domaine, on le loue, on le paye annuellement, et tant qu'on le paye, il est à nous, personne d'autre peut le prendre. C'est vraiment sa marque. Comme je vous disais tout à l'heure, imaginons vous vous faites hacker votre site. Alors là, je prends le côté noir. Vous avez Attention. Non, mais c'est pour dire que le nom de domaine, c'est vraiment important. C'est comme les emails. C'est aussi important que les emails. C'est votre marque, votre nom de domaine. C'est ce que vous allez communiquer sur vos plaquettes, vos cartes de visite, votre voiture, votre vitrine. C'est votre marque. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain, ou même sans parler de hacking, vous avez un site qui est devenu obsolète, vous voulez le refaire. Ben, c'est pas grave, vous mettez site en maintenance, vous refaites votre site parce que les gens connaissent quoi? Ils connaissent pas votre site, ils connaissent votre nom de domaine. Demain, vous travaillez avec un prestataire, vous en êtes plus content, vous voulez changer de prestataire. C'est pas grave, il vous fera un nouveau site, mais il sera mis où votre nouveau site? Sous votre nom de domaine. Le nom de domaine, il est à vous. C'est ça que les gens connaissent. C'est votre adresse, c'est là où les gens vont aller. Derrière, vous pouvez mettre n'importe quel type de site. Ce qui est important, c'est votre nom de domaine, c'est votre marque. Donc après ça sert aussi pour les emails aussi, hein. Tout à fait. Alors là, je fais la petite parenthèse, excuse-moi, mais je te coupe parce que tu me dis ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens que j'accompagne. Oui. Elle sait ce que je vais dire, mais les Carole aussi, c'est ce que je vais dire. Souvent qu'on a un nom de domaine professionnel, donc qui amène de l'autorité, de la valeur aux gens, 3W. Alors je vais reprendre mon super exemple des belles fleurs, je crois que j'avais dit, les belles fleurs. Je suis fleuriste, j'ai fait une marque, c'est les belles fleurs. Donc, ok, je vais communiquer. Souvent, les gens ont le réflexe de communiquer sur leur site, www.lesbellesfleurs.com. Et souvent, qu'est-ce que je vois à côté? Je vois sur la carte de visite ou sur la vitrine l'adresse email. Et là, je vois lesbellesfleurs@gmail.com. Non, 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 non. On a un nom de domaine professionnel, qu'on a eu cette logique de dire j'amène de l'autorité, je veux donner une image pro de mon activité, www.lesbellesfleurs.com. Mon adresse email, ce sera, par exemple, contact@lesbellesfleurs.com. Et je leur dirige ça sur mon adresse Gmail, pas de souci, ou sur mon adresse Orange. Mais d'un point de vue marketing, branding, image, marque, autorité, je communique mes adresses email sur mon nom de domaine professionnel, contact@monactivité.fr.com. Mais on oublie de communiquer Gmail Orange. Terminé. On parle de sa marque aussi bien pour le nom de domaine du site, le site, que pour ses emails. Ouais. D'ailleurs, on pose la question comment on fait pour avoir un email pro? Comment le créer? Et le créer. Alors là, on en revient toujours au fameux registraire dont je vous parlais avant. Alors je reviens sur, on va dire OVH, quand on va commander son nom de domaine chez OVH et son hébergement, etc. Donc d'ailleurs, ça pourrait être l'occasion d'un webinaire, hein, comment commander un hébergement, un nom de domaine, etc. Tous ces registraires, toutes ces entreprises type OVH, Amen, One and One, etc. Il y aura une petite partie, gérer mes emails, et là, on va faire créer un email. On va avoir le @ son nom de domaine.fr, et devant, on va dire, moi, je fais une adresse contact. Rediriger sur quoi? Je redirige sur mon adresse Gmail ou Orange, valider, et boum, l'adresse email, elle est créée. Ça se fait chez le registraire, ça se fait chez qui, sur celui à qui on va prendre son nom de domaine, ça se fait chez lui. L'email, le nom de domaine, tout se fait au même endroit. Et on est toujours aussi dans une notion d'image. Quand on a une adresse mail professionnelle, ça renvoie aussi à une notion de sérieux. Ça peut paraître bête, mais ça renvoie aussi à une notion de sérieux. Lorsque vous devez choisir, je vous dis n'importe quoi, hein, mais vous devez choisir entre 2 plombiers, entre mapetiteplomberie@gmail.com ou contact@ mapetiteplomberie.com, on est quand même pas, on renvoie quand même une image de sérieux, de professionnalisme
qui est plus importante sur une adresse mail associée à un nom de domaine que si on a l'impression que ça a été concocté dans son salon et que l'adresse a été faite rapidement. Voilà. C'est une notion, comme je disais, d'autorité. Et puis surtout, je pense avec les générations qui arrivent, hein, les générations qui arrivent, qui sont plus digitales, voient des choses que nous ne voyons pas forcément. Et consciemment, inconsciemment, effectivement, ce que tu dis, Carole, ça peut jouer. Et puis, ne vous inquiétez pas, on va voir tout de suite après, hein, dans la partie comment faire. Vous avez, selon les choses par lesquelles, le moyen par lequel vous mettez en place votre site internet, par exemple un prestataire, eh ben, il va s'occuper de ça pour vous. C'est juste qu'il faut bien vérifier à l'avance, quand vous vous mettez d'accord avec votre prestataire sur ce qu'il va faire pour vous, vérifiez bien qu'il inclut bien dedans le fait d'avoir votre adresse mail professionnelle et puis qu'il ne vous le facture pas non plus une somme incommensurable puisque ça fait déjà partie aussi du fait que ça fait partie aussi de la réservation du nom. Le fait que vous ayez au moins 2 adresses, en général, c'est à peu près 2 adresses prévues. Et justement, après, on va parler des tarifs. Voilà, quels sont les prix excessifs pour une prestation? Je vois, Carole, qu'on a ces questions, mais Oui. on va y répondre, ne vous inquiétez pas. Mais juste, on va peut-être y répondre au moment, parce qu'on va répondre, ah bah ça dépend. Donc, Oui. on va y répondre plus précisément dans la partie comment faire. Selon si on passe par un prestat, on fait nous-mêmes ou etc. Bah, quels sont les tarifs? Voilà. On va le dire à l'oral parce que bah, bien sûr, on ne peut pas s'engager sur des tarifs. Voilà, ça bouge tout le temps. Mais juste pour avoir une idée en tête, comparer des ordres d'idées. Et juste encore Oui, vite. alors pour finir, ouais, effectivement, je vois Pour que tu t'es finir mis en sur heure de principe. voilà, le site mobile. Effectivement, bon, bah ça, vous avez compris qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, je crois, il y a plus de 50% des visites sur les sites Internet qui sont faites depuis des appareils mobiles, on va dire, notamment des tablettes et des smartphones, que via des PC. Donc ça joue en quoi la visibilité sur mobile? Il faut absolument que votre site il s'adapte. Alors on dit souvent sur mobile, mais en fait compte, c'est plus que votre site il doit s'adapter à la taille de l'écran sur lequel il est affiché. Donc par exemple dans le petit schéma qu'on voit là devant nous, on voit que sur l'écran de portable, on voit les 4 carrés, les 3 carrés bleus qui sont affichés comme ça, et on voit pareil de chaque côté sur la tablette et sur le smartphone. Et on voit qu'on vient de barrer ça, parce que ça c'est pas d'adaptatif. L'adaptatif, on aurait dû voir, par exemple, les carrés bleus se mettre sur l'écran, par exemple, de smartphone en pleine largeur et finalement, ils viennent se mettre les uns en dessous des autres. En fait compte, ça joue sur la mise en place des blocs de son site sur un écran plus petit. Et ça, je vous rassure aussi, ça se fait tout seul. Que vous utilisez un logiciel vous-même pour faire votre site, que vous utilisez un logiciel embarqué, on le verra après, ou que vous travaillez avec un prestataire, aujourd'hui, c'est devenu une norme, c'est devenu une banalité. Mais on voulait quand même vous l'annoncer ici, que voilà, que vous fassiez entre guillemets pas avoir, que votre site, il faut bien qu'il soit ce qu'on appelle adaptatif. En termes anglais, vous avez peut-être déjà entendu responsive design, mais surtout adaptatif, qui s'adapte à la taille de l'écran, donc aux appareils mobiles. Donc oui, ça s'appelle. On nous demande s'il y a un nom spécifique pour le réajustement. Ça s'appelle le responsive design en général. Voilà. Ou le fait de design mobile, ça peut être ou aussi ça. design mobile, ou autrement affichage adaptatif, quoi, adaptatif, voilà, site adaptatif. Ouais. Et surtout, alors bien sûr, on peut jouer sur les mots et vous dire ah bah oui, bah regardez, il est accessible sur mobile, hein, mais on imagine bien que ce qui est écrit là en taille d'une certaine taille sur un écran, imaginons qu'il soit réduit ici, Comme là, ce sera impossible de lire le texte, voilà. C'est pour ça surtout, c'est pour le confort des personnes qui sont dessus. C'est pas juste pour dire ah bah c'est important pour être non, visible, c'est une obligation maintenant. C'est un respect aussi par rapport à ses clients de se dire Google, bon bah. Google, par exemple, pour ce qu'on parlait tout à l'heure, le référencement naturel gratuit, regardez si un site est responsive. S'il n'y est pas, c'est un peu comme les assurances, il va lui mettre du malus. Donc, il va le rétrograder dans les positionnements. Tout est inspecté par Google, l'algorithme. Donc, c'est pour ça que c'est impossible de dire aujourd'hui comment je peux me positionner dans Google. On fait tout pour optimiser, mais voilà. Et le adaptatif, le responsive design, la visibilité sur mobile, aujourd'hui, c'est un critère que Google prend en compte pour positionner les sites dans son moteur.
Et puis aussi, c'est du bon sens, on va dire, hein. Après, pour vos clients, s'ils vous disent: «Ah bah, je suis allé sur votre site, par contre, voilà». C'est dommage d'avoir, un beau site, sur ordinateur et tout, mais les gens, la plupart du temps, ils vont, ils vont aller sur leur mobile et ils auront une moins bonne image, et voilà, ils pourront pas bénéficier de tout le contenu que vous aurez passé du temps, à créer. Donc voilà, on s'étend pas plus là-dessus parce qu'on a quand même pas mal de questions sur justement comment faire pour que ce site soit bien confectionné avec tous ces paramètres. Comme tu disais, il existe plusieurs possibilités pour faire un site. Et donc là, on va essayer de les comparer entre elles et de se donner des idées à l'oral de budget à avoir en tête ou de comment, enfin voilà, comment on va le faire. Et ça va faire partie aussi des questions qu'on va se poser avant de créer son site internet, hein. Je veux le créer, je sais ce que je veux y faire, je sais ce que je dois y retrouver comme grand principe, mais maintenant, comment je Une fais? notion aussi quel temps je vais pouvoir accorder à la création de ce site? Ouais. Quelles sont mes compétences, mes connaissances, mes envies techniques? Est-ce que j'ai envie de faire moi, pas faire moi? Non, j'aime pas ça. Voilà, moi je prends mon cas personnel, la mécanique auto. Je n'y connais rien, je n'aime pas, je sous-traite tout. Voilà. Bah oui. Là, ça dépendra de vos envies, de votre temps, de votre budget. Enfin, voilà. Donc, du coup, voilà, c'est exactement ce que tu disais, hein. Quel est mon niveau de connaissance technique et surtout mon envie de mettre les mains dans cette technique. Quel budget de départ je vais devoir avoir sous la main parce que si on n'a pas de budget, on ne peut pas l'inventer, hein, c'est sûr. On verra après pour vous renvoyer vers un site pour trouver les aides auxquelles vous pouvez prétendre et bien sûr tout ça, mais il faut quand même avoir aussi savoir quand on se pose les questions, quel budget, est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut toujours le coup, bien sûr, mais bon, voilà. Et aussi quel temps on a à dispo. Voilà, alors justement, là, tu viens de montrer la première ligne qu'on explique quand même ce que Ouais. c'est. Donc, utiliser une plateforme de conception de site web. En fait, compte, c'est ces plateformes. Alors, il y en a une que vous devez connaître parce qu'elle a fait beaucoup de publicité sur Internet, puis je crois aussi à la télé. C'est une plateforme, en fait, compte, pour créer son site qui est full en ligne. En fait, compte, on va se créer un compte chez eux, on va payer un abonnement mensuel. Et voilà. Et une des plus connues, c'est Wix, par exemple. Vous avez déjà dû voir entendre. Bah, typiquement, on pourrait décider de faire son site avec Wix. Donc, alors on n'a pas de commission, on vous le dit, hein. Il y en a plein d'autres, mais on vous montre celle-là parce que c'est une des plus connues. Oui, on peut montrer Il y en aussi a d'autres, par celle-là, hein. exemple, dans le e-commerce, il y en a une qui est très connue. Vous pourriez faire votre site aussi en e-commerce avec ça, c'est Shopify. Là, c'est une plateforme en ligne toute faite, mais qui est vraiment, eux, ils sont vraiment orientés, c'est leur niche dans le e-commerce. Donc, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle aussi, vous avez peut-être le nom un petit peu technique, je cherche, c'est le logiciel de type SaaS. Ça veut dire embarqué en ligne. Donc, il y a des avantages et des inconvénients de ça. Inconvénient, c'est que c'est pas 4G, on fait pas vraiment ce qu'on veut. Avantage, par exemple, c'est que d'un point de vue technique, ce qu'on parlait notamment un petit peu tout à l'heure en termes de sécurité, à ceux qui s'occupent de tout, d'héberger, de sauvegarder, de faire que tout fonctionne bien, que si un jour il y a un gros souci, eux, ils vont vous remettre votre site, etc. Par contre, effectivement, dans le temps passé, vous êtes assez indépendant, autonome. Bon, il y a de la documentation en ligne, on peut se former soi-même, mais voilà. Donc ça, c'est une possibilité de faire son site en utilisant un logiciel en ligne via abonnement généralement mensuel ou annuel. Tout fait, voilà. C'est une possibilité type Wix ou Shopify, par exemple, dans les exemples qu'on vient de vous donner. Oui, ou si vous voulez aussi, il y a SiteW aussi, le penchant français. Alors attention, avec le créer un site internet gratuitement, hein, Wix c'est pareil. Le premier niveau, effectivement, c'est gratuit, mais c'est tellement à râler pas crête et souvent bourré de publicité qu'on se dit non, c'est pas possible. Donc généralement, soit on abandonne ou soit on passe à du payant. Le gratuit, c'est vraiment leur manière à eux de faire c'est leur passage à l'action. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On offre un email contre de la valeur. Eux, en gros, ils t'offrent du gratuit. Voilà, tu peux faire un site gratuit. C'est le fait de te faire venir chez eux et de t'avoir pour te transformer après en client payant, quoi. Il n'y a jamais vraiment de vrai gratuit, quoi. Oui, parce que ça va nous coûter quand même du temps et si on veut faire quelque chose de bien, on va devoir
payer des petits extras. Après, effectivement, il y a le construire soi-même. Alors, dans le construire soi-même, on est d'accord, hein, on va pas, quoi qu'on pourrait vous le dire, mais c'est pas le but. On va pas vous dire qu'il faut que vous veniez des développeurs. Hein, on va pas vous demander de former à l'HTML, au CSS, au PHP, aux bases de données. Donc, on dit le construire soi-même, c'est utiliser un logiciel, comme je disais tout à l'heure, un CMS, ça veut dire Content Manager System, un logiciel de création de site, on va dire, pour faire son site. Donc, bien sûr, je vous donnerai des exemples après. Donc, bien sûr, niveau technique, on l'a mis à 5 étoiles, parce que, moins 5 étoiles, oui, synchron, parce que c'est vous qui allez faire. Effectivement, par contre, le budget de départ, on est bas, je vous le dirai après, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Et les temps à y passer, ben, effectivement, ce sera élevé, parce que c'est vous qui allez tout faire. Quand je dis logiciel, alors un des plus connus, peut-être que certains d'entre vous ont entendu le nom, c'est celui que j'utilise beaucoup, moi, qui est en train un petit peu de, entre guillemets, manger les autres logiciels, c'est WordPress. Dans d'autres logiciels, vous avez peut-être entendu parler, il y a Joomla, voilà. WordPress.com, qui est un CMS, un logiciel donc, pour créer des sites web. Et maintenant, je fais le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, les registrars. Aujourd'hui, n'importe quel registrar, alors je vais revenir sur le OVH, quand vous allez commander votre hébergement, votre nom de domaine, etc., va vous permettre, en un clic, c'est vraiment un clic, d'installer un site WordPress de base, un nu, sous votre nom de domaine. Et avec vos identifiants, login, mot de passe, vous pourrez vous connecter et commencer à construire votre site via l'outil WordPress. Mais effectivement, ça va vous demander de la technique et du temps. Maintenant, en termes de coût, ça rejoint un peu pour répondre à une question de tout à l'heure, un nom de domaine. Alors, je vais faire le nom de domaine seul. Un nom de domaine seul à l'année, alors je vais faire le tarif médian, on va être entre 10 et 12 euros TTC par an, juste le nom de domaine. Après, un hébergement avec un WordPress dessus, un hébergement classique, ce qu'on appelle mutualisé, etc., avec l'installation en un clic d'un WordPress derrière, etc., on va être aux alentours des entre 30 et 40 euros TTC par an. Donc, on est vraiment dans des coûts que je considère bas, quoi. Voilà. Je vais vous montrer juste la feuille tarif sur l'endroit qui allez faire. Voilà, vous avez effectivement, ça peut être alléchant. Il y a pas mal d'extensions. Voilà, on disait tout à l'heure .fr.com à retenir. Et il existe des tas d'extensions. On peut se dire ah bah tiens, c'est pas très cher, voilà par an. Mais après voilà, ça dépend aussi de l'extension qu'on choisit. Si on choisit .abc, fermez les yeux parce que vous allez avoir la nausée. Voilà, .com, voilà, plus on va sur des noms de domaine différents et le prix varie aussi en fonction de ça. Mais c'est vrai que des fois, le prix, il est bizarre en fonction de certaines extensions. Pour moi, c'est des extensions qui valent entre guillemets rien, qui valent cher, je ne sais pas pourquoi. Retenez juste que pour nous, si vous pouvez, c'est .com.fr. Si ce n'est pas pris, éventuellement le .net, qui veut dire quelque chose auprès des gens. .net, ça fait Internet, ça fait network, réseau, enfin voilà. Mais autrement, après, ben voilà, quand on tombe dans des extensions un petit peu bizarres, .link, .io, .machin, .truc, bon, bof, bof. L'autre chose, ben, effectivement, c'est de faire appel à un professionnel. Donc, ça veut dire une agence de communication qui va, entre guillemets, tout faire pour vous. Donc, effectivement, votre niveau technique, il y aura des besoins plus faibles. Voilà, vous aurez juste à connaître peut-être les fonctions de base de ce que l'entreprise, l'agence de com va vous mettre en place. Voilà. Votre temps, il y aura quand même un petit peu de temps parce qu'il ne faut pas croire, vous devez travailler quand même, il y aura beaucoup de réunions à faire avec l'agence de com, qu'elle comprenne bien ce que vous voulez, mettre en place le cahier des charges, valider, tester, etc. Il y aura, voilà, ça va quand même vous demander un peu de temps. Mais effectivement, le budget il sera plus élevé. Il y aura une prestation derrière, le budget sera beaucoup plus élevé. En termes de budget, c'est difficile de vous mettre un coût parce que ça va dépendre de plein de choses. Aujourd'hui, vous avez des freelances qui sont en auto-entreprise, qui n'ont pas trop d'expérience, qui vont peut-être vous dire, moi, je vous fais votre site pour 700-800 euros. Attention, voilà, attention. Après, vous pouvez avoir la chance, et c'est très bien, de tomber sur quelqu'un qui se lance, qui vous fait des tarifs de lancement parce qu'il a besoin de se faire connaître pour avoir un beau site. Mais généralement, qu'on place par une agence de com qui va vraiment vous faire un truc poussé, etc., on est au minimum à 1500 euros. Ça peut monter facilement à 2500, 3000, 3500, après suivant ce qu'on veut, voilà. Mais c'est un peu l'ordre de grandeur. Et là, c'est un one-shot. Et après, il y a les contraintes quand même que derrière, généralement, l'entreprise va vous mettre aussi du redondant, du coût mensuel redondant, avec ce qu'ils appellent, eux, leur contrat de maintenance. Ils vont peut-être vous dire, on vous demande en plus 15, 20, 30, 50, 100 euros par mois pour maintenir votre site, le sauvegarder, l'héberger. Ben voilà, c'est difficile de donner un coût. Ça va dépendre de vous, des demandes de devis que vous ferez si vous passez par un prestataire.
Voilà, le plus important, en fait, c'est aussi de faire plusieurs devis, d'avoir, même avant même de faire les devis, d'avoir déjà réfléchi à toutes les questions, à quoi va servir votre site internet, à qui va s'adresser, comment ils vont vous trouver. Tout ça, on vous remettra une fiche pratique pour vous poser toutes ces questions-là. Être bien préparé avant d'aller voir un professionnel, ça va vous permettre ben oui, effectivement, il y aura un budget, mais derrière, vous aurez une qualité incomparable avec voilà, quelque chose qui va vous demander beaucoup plus de temps ou qui va Et vous surtout, demander, on va le voir tout à l'heure. par l'appel à un professionnel, surtout, vous êtes accompagné, quoi. Comme Ouais. j'aime souvent à dire, chacun son métier. Voilà, parce que souvent, souvent, vous allez manquer. Je pense que vous allez manquer de temps si vous voulez le faire vous-même, parce que vous avez votre activité, votre business à faire tourner. La qualité, si vous ne donnez pas d'autorité, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose de pro, finalement, ça peut nuire à votre image, finalement. Votre boutique, votre physique, vous le maîtrisez, vous faites une belle vitrine, vous maîtrisez votre boutique. Là, si vous n'arrivez pas à retranscrire ça au niveau du digital, parce que ce n'est pas votre métier, encore une fois, si vous n'arrivez pas à faire un truc qui donne de l'autorité, qui fait pro, des textes mal écrits parce que vous ne savez pas bien les écrire pour vendre, finalement, ça peut peut-être nuire à votre boutique physique. Donc, comme je dis souvent, attention, chacun son métier. Certes, il y a un coût, mais vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, quoi. Et du coup, petite transition vers, vers on a voulu mettre aussi sur le même niveau le fait qu'il faut aussi prendre en compte qu'en ce moment, il existe des aides pour numériser et il faut bien regarder que peut-être voilà, quelques solutions vous paraissent gratuites, vous paraissent alléchantes. Pourquoi pas aller tester pour se lancer? Pourquoi pas essayer si vous avez les compétences techniques et que vous avez le temps, mais c'est rarement le cas quand on a déjà une activité professionnelle. Et pourquoi pas faire appel à un professionnel en ayant ces aides justement en coup de pouce pour se lancer au départ, hein. Donc là, on vous a remis le site où vous pouvez retrouver. Je pense que l'URL est mauvaise. Bon, en tout cas, on vous remettra. Il existe un site, hein, Carole, si Oui, tu peux. lesaides.fr. Alors, vous avez le choix, hein, soit vous allez sur lesaides.fr, soit vous vous tournez vers votre CCI local. Voilà, donc les conseillers CCI sont à votre disposition pour vous accompagner. Il existe à la fois des aides nationales, comme en ce moment le chèque France Num, par exemple. Vous avez également des aides régionales. Alors, je pense aujourd'hui, on a des personnes qui sont de la région Bourgogne-Franche-Comté. Effectivement, il y a l'aide DigitPass, par exemple, qui est en place en ce moment. Je pense aux personnes qui sont sur l'Île-de-France. Vous avez l'aide de la région qui s'appelle, si je ne me trompe pas, chèque numérique pour un commerce connecté, dont d'ailleurs le diagnostic de la boutique est un prérequis pour pouvoir en bénéficier. Et vous avez également des aides, on va dire, territoriales qui sont rattachées à vos communautés de communes dont vous pouvez bénéficier. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers locaux, de vos conseillers CCI locaux qui peuvent vous accompagner et vous aider à faire le tri et à sélectionner l'aide qui sera la plus adaptée à ce que vous voulez faire. Merci Frédéric. Et donc l'adresse est bonne, hein, Amélie, hein, c'est bien les-aide.fr. Oui, bah, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un petit souci technique, mais la joie du direct, hein. C'est ça. Donc, avec tout ça en tête, on peut aussi regarder, comme tu parlais tout à l'heure, Frédéric, ce que tu disais, le redondant, en fait, sur le long terme, c'est sûr qu'il va y avoir aussi à prendre en compte quelques coûts d'entretien, en fait, la maintenance, donc par exemple, voilà, avec une plateforme, si on a créé son site gratuit au départ, pour maintenir un peu les petites, un formulaire de contact ou mettre un visuel à tel endroit, il faut payer en plus à chaque fois pour avoir quelque chose, c'est ça, hein, je ne me trompe pas Frédéric, pour Ouais, avoir quelque chose d'un peu plus pro à c'est chaque fois, il souvent faut payer pour retirer la pub. des options en tiroir, quoi. Ça veut dire, comme je vous ai dit Ouais, tout à l'heure, on a le gratuit, c'est pour alpaguer, on va dire, hameçonner le client en disant, bah tiens, j'ai gratuit, mais bon, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est frustré parce que toutes les belles fonctionnalités ne sont pas activées, puis en plus, on a de la pub sur son site. On va passer au payant. Alors, il y a souvent 3 niveaux, voilà.
Et généralement, si je prends par exemple du Shopify, il me semble que le premier niveau, on est dans les 25, aux alentours des 25 euros par mois. Après, on peut monter à 35, 40. Enfin, voilà. Voilà. Donc, il y a un coût mensuel qui est tout le temps là, avec un outil qui est packagé, on va dire. Et puis, un rendu qui est correct. Ensuite, le soi-même. Ben, effectivement, le soi-même, si on reste que sur l'hébergement à 30 euros par an, ben, il n'y a qu'un coût annuel qui n'est pas très élevé. Mais par contre, attention, c'est à vous de tout faire, maîtriser. Si à un moment votre site a un souci, est-ce que vous êtes capable de le restaurer? Encore une fois, c'est un métier. Voilà, c'est mettre à jour son site, son WordPress. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut bien mettre à jour régulièrement son WordPress. Dans un WordPress, on peut lui ajouter ce qu'on appelle des options. Elles sont la plupart gratuites. Mais ces options, pareil, elles évoluent dans le temps. Donc, il faut penser à les mettre à jour aussi. Voilà, pour un rendu. C'est pour ça qu'on y passe plus de temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de mises à jour. C'est du temps, c'est vraiment du temps. C'est vraiment du temps. Effectivement, il y a le pro. Là, logiquement, vous aurez eu du sur-mesure, donc vous aurez vraiment un site avec le potentiel qui va bien, qui vous plaît, voilà, c'est du sur-mesure. Hein. De toute façon, le sur-mesure, vous le savez bien, dans tout, ça se paye, hein, ça a une valeur. Et effectivement, il y aura quand même un coût d'entretien parce que généralement, les prestataires vous demandent un coût mensuel parce que effectivement, vous allez peut-être économiser les 30 euros par an parce que ça va être hébergé sur leur serveur à eux, qui vont sauvegarder. Et effectivement, c'est une tranquillité parce que si à un moment il y a un crash du site ou un gros bug ou je ne sais pas quoi, ben, eux, ils ont des sauvegardes et vont vous le restaurer et voilà quoi. Donc voilà, c'est à quel curseur vous vous positionnez quoi. Ouais, et en fonction le temps, les connaissances techniques et bien sûr les moyens financiers, quoi, à voir avec les aides.fr comme on en parlait. Voilà. Ouais. Et puis, il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre, en fait. Chaque Non. situation se vaut. Pourquoi pas se lancer sur une plateforme pour voilà, voir un petit peu à quoi ressemblerait votre site, quels éléments vous mettriez. Après, vous pouvez voir ça avec un pro et puis il vous transforme ça. Encore une fois, Frédéric, tu disais, voilà, vous êtes propriétaire de votre nom, du nom de votre site. Puis après, quel que soit le site qu'il y a derrière, quelle que soit la solution, les gens, ils connaissent l'adresse, ils y vont et comme un magasin physique, si vous avez refait la peinture par un professionnel, forcément le rendu sera impeccable. Et bien là, ils iront toujours à la même adresse. Et ça n'aura pas d'influence sur la solution que vous avez choisie en fonction de vos moyens du moment et en fonction aussi de la situation de votre entreprise à un moment donné. Hein. Parce qu'on peut aussi dire faire soi-même. On peut très bien avoir un membre de l'équipe ou un recrutement qui s'est fait avec quelqu'un qui a ces compétences-là et qui est dédié à cette tâche-là aussi. Ça peut être une option aussi sur le long terme. Ou de vous former vous-même. Hein, Ouais, soit se former j'en parlerai après quand je vais sur la conclusion. Mais... Bah justement, si tu Sans veux, transition. on peut... Sans transition. Bien sûr, alors. Je pensais aussi à la notion de quand on commence à chercher, à réfléchir à ses intentions, on peut aussi aller repérer avant de commencer les sites qui nous plaisent et ceux qui ne nous plaisent pas. Pour pouvoir se dire, moi, ça, voilà, ce site-là, ça ne correspond pas du tout à ce que je veux, ne serait-ce que pour pouvoir l'expliquer si on va rencontrer un professionnel ou si on décide d'aller sur une plateforme, de se dire, ça, ce style-là, où ce type de site renvoie un message que moi je ne veux pas donner. Donc ça permet aussi de définir ce dont de pouvoir l'expliquer quand on va aller rencontrer un professionnel. Dire, vous voyez, ce site-là, moi, non, ça, c'est pas la peine de me proposer quelque chose comme ça. Je n'aime pas du tout, c'est pas du tout ce que je cherche. Mais du coup, voilà, je voulais ce que tu disais rejoint exactement la fiche pratique qui vous sera distribuée justement et qui sera disponible sur la boutique. On a mis une petite série de questions, comment mieux connaître ses clients, aller trouver l'inspiration, se dire pourquoi on n'aime pas, réfléchir à qu'est-ce qu'il va y avoir, est-ce que je trouve des bonnes idées, est-ce que je peux copier, etc. On a remis le même tableau qu'on a présenté tout à l'heure, qui est vraiment très simplifié. Hein, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais ça donne une image. Voilà, est-ce que je souhaite faire tel type de site qu'on a vu dans la présentation tout à l'heure, ça reprend un petit peu qu'est-ce que je vais mettre en place et quelle solution je vais choisir en fonction de ça. Mais comme tu disais, hein, c'est hyper... venir préparer, c'est la clé, en fait, on va dire. Ouais. Et est-ce que, voilà, Fanny de la CCI 58 de la Nièvre rebondissait sur le chat en disant effectivement, si on parle de soi-même, ça peut être effectivement quelqu'un de son équipe
parce qu'on a pris un apprenti issu des écoles des CCI, et elle cite notamment les écoles des CCI dans la Nièvre qui forment les jeunes aux usages numériques. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être intéressant voilà. d'avoir quelqu'un qui est aussi au contact des clients, qui les connaît, qui est sur le terrain et qui est dans la technique. Ça peut être des profils hyper intéressants pour des commerces parce que vous aurez quelque chose de quand même sur mesure et on parlait du contenu. Donc, ouais, par contre, attention, pensez bien au transfert de compétences parce que ces stagiaires que vous aurez, ces apprentis, ben, ils seront là à un moment et puis ils partiront. Donc, ne vous retrouvez pas ensuite un peu tout seul. Zut, comment je fais voilà. Et toujours un peu quand même cette notion de que vous choisissez avec un prestataire ou un apprenti ou un stagiaire ou autre, qui ait un minimum de transfert de compétences pour que vous soyez quand même un peu capable de gérer, on va dire, peut-être le contenu vivant du site, notamment la partie peut-être blog ou actu. Le reste est plus statique, mais au moins que vous êtes capable de faire vivre vous-même le site très simplement. Après, en général aussi, quand on fait ce genre de recrutement, ça peut être aussi sur le long terme. Pourquoi pas avoir un collaborateur aussi qui, justement, avec toutes ces activités supplémentaires, génère du chiffre d'affaires supplémentaire pour l'entreprise. Et donc, ça peut déboucher sur une création d'emplois qui, finalement, avec développement du commerce en ligne, augmentation du chiffre d'affaires, peut justifier le temps passé, rapporte suffisamment de chiffre d'affaires pour créer un emploi. Et ça peut être intéressant d'être gagnant pour les deux, quoi. Ouais, et là encore, il y a des aides qui existent, aussi bien sur le recrutement d'apprentis que sur la mise en place de ce qu'on appelle les VTE, donc où là on embauche des gens qui ont une formation à minima Bac+2. Enfin, il y a des aides qui existent sur l'embauche des jeunes ou l'emploi des moins jeunes d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher toujours, je le redis, de vos conseillers CCI qui sont spécialisés en appui RH et qui pourront vous accompagner à ce niveau-là. Ou de vos conseillers CCI par rapport à la technique pour la transition. Voilà. Donc non, juste faire une petite conclusion un petit peu de tout ce qu'on a dit, j'avais noté quelques mots-clés. Donc le site, pensez bien, design ergonomie, fonctionnalité, un site simple qui donne de l'autorité par son visuel, par son design, qui soit facile d'accès à l'information, donc l'ergonomie, les fonctionnalités qui vont bien, celles dont on a besoin, pas besoin d'en mettre plus. Si vous jugez qu'une prise de rendez-vous en ligne, on va faire du Calendly. Si la prise de rendez-vous en ligne ne sert à rien, on n'en fait pas. Ça ne sert à rien de dire je fais ça. C'est quelque chose qui ne sert pas. On respecte les normes, la sécurité, comme on l'a dit. On essaie d'imaginer toujours le passage à l'action avec son visiteur par de l'agenda, de la newsletter. Donne-moi ton email contre ce entre guillemets cadeau que je t'offre. Et puis un autre élément dont je voulais vite vous parler en 2 secondes, qu'on n'a pas parlé, mais qui rejoint un petit peu tout ça, c'est aussi à un moment sur votre site, amener ce qu'on appelle de la preuve sociale sur votre site. La preuve sociale, c'est simplement du témoignage client. Il n'y a rien de tel que du témoignage client. Vous avez dû le voir aujourd'hui, de plus en plus de sites mettent en avant ça. Donc une fois que vous aurez votre site, vos clients ils sont contents de vous, faites-les témoigner, mettez les témoignages sur le site. Pour amener de la preuve sociale, de l'autorité, de la légitimité, il n'y a rien de tel. Parce que c'est plus vous qui allez dire, moi je suis entre guillemets le meilleur, c'est vos clients qui vont le dire. Et il n'y a rien de tel pour montrer qu'on est réellement bon dans ce qu'on fait. Et venez chez moi, venez dans ma boutique. Donc la partie preuve sociale dans le site internet, témoignage client, c'est très très important, ça se voit de plus en plus. Et sinon, effectivement, nous à la CC 90, à travers ma personne, nous sommes capables de vous accompagner dans ça. Et moi, ce que je mets en place souvent avec les entreprises que j'accompagne, c'est de l'accompagnement, comme j'aime dire, un peu accompagnement, formation, action. Par exemple, j'accompagne aujourd'hui une entreprise à la création de son site. Sur 3 jours de formation, on crée ensemble son site WordPress, on prépare la formation d'amont, on crée ensemble son site WordPress, donc elle va repartir au bout des 3 jours avec un site WordPress professionnel en ligne. Et en même temps, je les fais monter en compétences sur le minimum à avoir pour qu'ils soient capables de gérer eux-mêmes leur site, l'hébergement, le nom de domaine, l'utilisation de WordPress. Et je leur amène toutes les notions qui gravitent autour, à savoir les réseaux sociaux. On met en place leur page Facebook, LinkedIn, Instagram s'il y a besoin. Alors c'est pareil, les réseaux sociaux, ça ne sert à rien d'être dans tout. Il faut être dans les réseaux sociaux dont on a besoin par rapport à son activité. Celui qui dit, moi je suis dans LinkedIn, je suis dans Twitter, je suis dans Facebook, non, ça ne sert à rien. Eux, par exemple, j'aurais dit, vous, c'est Facebook, page pro, LinkedIn et un Twitter. Le reste ne sert à rien.
Instagram, il n'y en a pas besoin. Snapchat, il n'y en a pas besoin, etc. Oui, Donc pour voilà, son cas, sachez hein. qu'on est capable de vous accompagner là-dedans, en mode accompagnement, formation, action. Oui. Parce que, par exemple, Karima nous disait, par exemple, elle parlait de faire un cahier des charges. Donc, c'est ce qu'on fait souvent quand on fait appel à un professionnel. Et ça aussi, je pense, hein, si je ne me trompe pas, on peut vous aider à comprendre ce qui est écrit dans le cahier des charges, comprendre les termes techniques, traduire un peu, Oui, si vous, voir à quoi voilà. ça correspond aussi. Ça, C'est-à-dire que il y a si aussi vous cette passez par un prestataire que vous demandez des devis, forcément, à un moment, il y aura un cahier des charges sur ce qu'ils vont vous proposer par rapport au coût. Et je pense que c'est technique. Donc, c'est vrai qu'à à moins qu'ils vulgarisent vraiment leur cahier des charges, leur devis, qu'ils expliquent vraiment Ouais. simplement ce qu'ils font, mais généralement, c'est technique et les personnes ont des mots de comprendre. Donc, effectivement, on les accompagne à la lecture de ces cahiers des charges pour être sûr, d'après notre avis, hein, d'experts, de choisir le meilleur rapport prestation, coût et pas de se faire avoir, entre guillemets. Oui, choisir quelque chose d'adapté. Et c'est Voilà. normal que le cahier des charges soit technique, hein. C'est quelque Oui, chose. Le cahier des charges, c'est vraiment, on va dire, voilà, ça peut vous paraître abstrait comme terme. C'est un document, donc ça peut être un PDF, hein, tout simplement, sur lequel est écrit vraiment chaque élément que le prestataire va créer pour vous. En général, il commence par dire présenter votre entreprise, dire cette entreprise a besoin de ça, nous avons identifié qu'elle a besoin de ça, ça et ça, nous allons mettre en place tel type d'hébergement, telle capacité d'hébergement, nous allons mettre à jour, nous assumons les mises à jour, et du coup il y aura forcément des termes techniques puisque ça va aussi servir En fait, c'est à de mettre en établir. mots techniques toutes les intentions du client. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est aussi important d'avoir cette trace écrite et d'être d'accord sur le fait qu'il va vous livrer ces éléments. Il ne va pas juste vous livrer, oh, je vous fais votre site, hein, voilà, on est d'accord, un site, ce sera 600 € et bon, bah, rendez-vous dans 6 mois et puis il vous donne quelque chose et finalement, ça ne correspond pas forcément à ce que vous aviez imaginé et tout ça. Donc, c'est vraiment un document assez important. On ne s'est pas attardé plus que ça dessus aujourd'hui parce que on était vraiment aussi sur la préparation avant même de rentrer dans le comment faire. On était sur le connaître les options et connaître comment faire. Et on vous proposera justement dans notre prochaine newsletter quelques astuces pour justement rédiger ce cahier avec votre prestataire à l'occasion de voilà, quand vous faites le choix de faire appel à un prestataire. Mais on a bien sûr les accompagnements, l'option aussi de faire appel à votre conseiller CCI qui est toujours là. Donc nous, dans le 90, c'est Frédéric. Et il y en a aussi d'autres qui sont dans vos CCI locales respectivement. tout Je ne à sais pas fait. si tu voulais rajouter quelque chose. Non, non, C'est bon. top. On est là pour vous aider, vous accompagner, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à nous Non, les écrire dans pas le des chat. questions épineuses, par contre, hein. Moi, je ne veux pas de questions épineuses, hein, je C'est vous le pour dis. moi les questions Ah, épineuses ben alors, sur les faites-moi. réseaux sociaux, tout ça. J'aime Très bien. bien. J'ai pas... Ça me fait pas peur. Donc effectivement, comme tu disais, il y a aussi toute la partie réseaux sociaux. Et justement, bah, nous, il y aura avant ça, il y aura un webinaire d'une autre CCI qu'on vous partagera. Hein. J'avais pas le lien, donc je l'ai pas mis dans la présentation aujourd'hui, mais je vais vous partager le lien pour en savoir plus sur comment fonctionne la publicité. Voilà, une fois que vous êtes posé toutes les questions sur votre site, vous avez une vision plus claire sur la partie visibilité de votre entreprise sur un site internet. Et vous vous posez la question aussi, comment faire de la publicité payante sur les réseaux sociaux. Donc là, on a parlé de choses assez alléchantes, quelques centimes du clic, comment déterminer son budget, voilà. Et ça, nous, on va faire un café du commerce qui sera assez pratico-pratique. Donc ce sera le 12 juillet, donc ce sera aussi pareil un peu plus technique pour ceux qui le souhaitent. On ira voir comment fonctionne en fait
la partie publicité de Facebook. Et ce sera le thème du prochain café du commerce. Voilà. Le webinaire sur la publicité Facebook, il a lieu quand? Je te dis ça dans un instant. Je l'ai en tête. Le 8 juillet, il me semble que c'est un jeudi. Et c'est sur l'horaire 11h. C'est le webinaire de Lauriane? Oui, il me semble, c'est ça, Alors, de je ne sais pas la si Lauriane est CCI encore en ligne 39. avec nous et qu'elle Si tu peut es nous encore donner en ligne. les infos. Si, je suis en ligne, je suis là. Voilà. Je t'en prie. Alors, le 12 juillet, ça doit, je ne sais plus, c'est pas moi qui l'anime, je pense, mais oui, il doit y avoir une web school, effectivement. Ouais, c'est le 8 juillet, j'ai vu sur la publicité faire de la pub sur les réseaux sociaux. Oui, ça doit être. Alors, ça sera soit Marie-Ève, soit un intervenant extérieur, effectivement, qui l'animera, ouais. D'accord. Donc, bah, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous recontacter. Voilà, vous avez nos contacts. C'est aussi en lien avec le programme Cap Numérique. Donc, vous pouvez aussi vous renseigner, avoir des informations par ce webinaire. Et sinon, voilà, le 12 juillet, ce sera aussi le deuxième lundi du mois de juillet. Donc, retour du café du commerce. Retour du café du commerce qui ne prend pas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-il possible de prendre... Ah oui, non, ça, on l'a déjà vu. Oui. Les apprentis. Alors, on espère, pour les personnes du 90, on espère pouvoir ouvrir un café du commerce en présentiel bientôt, histoire de vous rencontrer en vrai et non de manière digitale. On gardera probablement les deux formats, on y réfléchit encore, mais c'est vrai qu'on aimerait bien aussi vous rencontrer autour d'un vrai café, pas seulement à distance. Donc, c'est des choses qu'on mettra en place, je pense, à la rentrée. Oui, exactement. Et en plus, ce sera l'occasion, puisque là, on aura plus de temps en présentiel, et puis on pourra faire éventuellement un atelier, faire des petites choses individuellement. Vous pourrez vous rencontrer entre vous aussi pour échanger de manière informelle. Voilà, ce ne sera pas enregistré. Ce sera un format tout à fait différent, effectivement. Voilà. Et pour faire une petite conclusion, je vous invite aussi, pour ceux qui ne sont pas inscrits à notre newsletter de laboutique.fr, donc c'est une fois par mois aussi, ça suit le café du commerce et vous recevez chaque mois une astuce, la vidéo du café du commerce si jamais vous n'étiez pas disponible et que vous ne vous êtes pas inscrit pour recevoir le replay. Comme ça, vous avez le lien vers la vidéo du café du commerce. Et puis, en général, on partage une fiche pratique de la boutique en lien avec des questions éventuelles qu'on a eues dans le café du commerce.